On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelques jours à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a célébré la culture avec le gala, la soirée Essart. Et parmi les lauréats, le prix Hommage qu'on reçoit dans quelques instants, mais d'abord le récipiendaire du prix Rayonnement. À chaque année, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on célèbre la culture avec la soirée Essart. Évidemment, cette année, le gala s'est tenu en mode virtuel, quoique les lauréats étaient quand même physiquement présents pour recevoir leur prix. Et parmi ceux-ci, il y a le prix Rayonnement qui a été attribué au créateur de Légende d'un peuple. Il est avec nous. Il s'agit d'Alexandre Béliard. Bonjour et bienvenue. Et bonjour. Félicitations. Bien, merci beaucoup. J'étais bien content d'avoir reçu ça. Comment ça se vit, un gala virtuel où les lauréats sont quand même sur place? Bien, en fait, j'ai passé une soirée extraordinaire. J'avais des doutes. Puis quand je suis arrivé là, on était quelques lauréats qui étaient là. Puis sur scène, ils ont fait le spectacle. Et c'était vraiment bon. L'équipe a fait... Essart, ils font toujours des choses extraordinaires. Ça fait 3 fois que j'assiste. Et vraiment, là, on a rigolé, on s'est amusé, ça a fait du bien. On a eu la chance d'être dans un spectacle en vrai. J'ai savouré le moment. Fait que j'étais très content. Un spectacle en vrai dans une ambiance intimiste. Oui, mais honnêtement... diffusé sur le web. Tout le monde était tellement content d'être là, puis d'applaudir, puis d'embarquer, puis les numéros étaient excellents. Bon. Comment as-tu été informé que tu faisais partie cette année des lauréats? En fait, j'ai reçu un coup de téléphone de Mme Langlois, puis qui m'a demandé si j'étais disponible à cette date-là, puis qu'elle aurait aimé que je sois sur place. Alors, bon, donc, tu te doutais que... Sans vendre la mèche, je me doutais qu'il ne me faisait pas déplacer pour mettre du monde dans la salle. Le prix Rayonnement, tu le reçois de quelle façon? Bien, en fait, ça fait quelques années que j'habite Saint-Jean, puis j'ai été tellement bien reçu puis intégré dans... chez Artaud, avec Guy Boulanger qui m'a fait confiance. Ça fait 3 ans que Guy Boulanger, il pousse, il m'aide. Il a changé ma carrière, cet homme-là, en m'ouvrant le cabaret pour pouvoir faire une fois par mois un concert différent. Pas aucun autre diffuseur, en tout cas peut-être, mais on peut les compter sur une main, ceux qui auraient osé s'embarquer dans une telle entreprise, en me laissant autant de latitude puis d'encouragement aussi. Il est là. Quand ça va bien, il est là. Puis quand c'est plus difficile, il est là aussi. Donc, ça fait une très belle équipe. Donc, tu as eu des pensées, disons, pour les gens qui t'ont aidé et ultimement, surtout, Guy Boulanger de l'Aspect. Ben oui, puis Isabelle Laramé, puis toute la gang. Serge Langlois qui a pris sa retraite, là, il est parti aux Îles-de-la-Madeleine, mais il a fait le son pour mes spectacles depuis des années. Et Hugues fait l'éclairage. Donc, c'est une équipe qui est là. Moi, je me sens chez moi quand j'arrive au cabaret. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, toi et moi, on s'est vus ici sur le même plateau. Bon, probablement, ça doit faire plus que 2 ans parce qu'on n'était pas en pandémie. Effectivement. Donc, probablement 2 ans et demi, 3 ans. Tu arrivais avec ton projet, tu nous l'expliquais. Tu me disais, d'ailleurs, à ce moment-là, je suis en discussion avec l'Aspect. On va voir s'ils vont accepter le projet, mais tu semblais sentir beaucoup d'ouverture de la part de Guy Boulanger parce que, effectivement, Légende d'un peuple, il y a bien des diffuseurs qui auraient pu, disons, avoir peur de s'embarquer là-dedans. En fait, il y a bien des diffuseurs qui m'ont expliqué qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'était ce spectacle-là. C'était quoi la proposition? Et ça a pris des années avant d'arriver à faire cheminer l'idée d'un concert de contes et de chansons mélangés avec de l'histoire. C'est de la chanson biographique et du conte. Alors, la moitié du spectacle, moi, je raconte des histoires, puis il y a beaucoup d'humour, je fais rire les gens. Je suis autant conteur que chanteur dans cette entreprise-là. Puis je pense que c'était un défi d'arriver à faire comprendre aux gens. Parce que, tu sais, on leur dit « Ah, tu vas aller voir un spectacle sur l'histoire des francophones d'Amérique. » Moi, on dit que c'est pas vendeur, que ça a l'air plate. Mais quand ils arrivent là, je leur raconte des histoires de pirates, puis des histoires de cow-boys, puis de voleurs de chevaux, puis de femmes qui ont été chercher de l'or à San Francisco au 19e siècle. Et puis là, ils passent une soirée. C'est comme s'ils avaient écouté plein de films. Tu sais, c'est tous des personnages qui... La manière dont je les raconte, les gens, ils le voient. Tu sais, ils peuvent vraiment là, voir le personnage, puis ils s'en souviennent après. Ça vient que ça les habite. Tu habites Saint-Jean-sur-Richelieu depuis combien de temps? J'ai habité ici... Bien là, la 2e fois, je suis ici depuis 2018, au printemps 2018, mais j'ai habité ici. Quand je me suis marié, j'ai marié une fille qui, elle, a grandi ici. Et la première fois qu'on est venu vivre ici, c'était à l'autre coin de rue, là, au coin de Saint-Charles puis Richelieu. Fait que, en tout, là, ça va faire un 6-7 ans. Là. Mais il y a eu
Des pauses. coupures, des Ouais, petites pauses ouais, entre. ouais. Bon, parlons un peu de ton parcours, parce que pour mettre la table, je trouve ça intéressant. Je regarde un peu le paragraphe dans le communiqué de presse de la soirée SR. On dit « Alexandre Béliard, auteur, compositeur, interprète, virgule, chroniqueur, conférencier et poète. » Ouais. Ça fait long sur une fois. Il se consacre depuis 2011 à découvrir et faire découvrir l'histoire et la culture de l'Amérique francophone en contes et en chansons. Ouais. Et là, on parle entre autres de légende d'un peuple. Explique-nous en quoi vient cette espèce de, comment je dirais, là, pas de tunnel, mais où depuis 2011, là, vraiment, tu te consacres un peu à ce projet-là, puis à aller dans cette thématique-là. En fait, c'est que c'est un sujet qui est inépuisable. Donc, quand j'ai mis le pied là-dedans, je m'étais fixé pour objectif d'écrire 101 chansons. Oui, c'est vrai. Et là, j'en ai publié jusqu'à maintenant 77. En juin, je lance le tome 8, donc je vais être rendu à 88. Donc, cette année, probablement à l'automne, je vais lancer le tome 9. Je vais être rendu, je vais avoir atteint mon objectif. Et j'en ai écrit déjà beaucoup plus que ça. Donc, les tomes, j'en ai en réserve. Donc, je vais dépasser ça, c'est certain. Puis je vois pas quand je vais arrêter parce que ça commence à marcher. Les gens commencent à comprendre ce que c'est. La demande pour avoir des billets de spectacle, pour acheter des livres, on dirait qu'on est au début d'un certain succès. Puis ça s'internationalise. Tu dis le sujet est inépuisable, mais toi, c'était quoi la bougie d'allumage qui a fait que tu as décidé de te consacrer à ça? C'était mon manque de connaissance de la francophonie québécoise et de la francophonie canadienne et panaméricaine. Donc, je connaissais pas l'histoire des francophones de l'Ouest, des Métis. Je connaissais pas l'histoire des Acadiens. Je connaissais pas très bien l'histoire du Québec non plus, à part ce qu'on m'avait envoyé comme information à travers les livres scolaires ou à travers ce que Jacques Lacourcière a proposé avec Gilles Carle à l'époque, qui est fantastique, mais ça a ses limites. Alors, de pouvoir creuser les personnages pour apprendre qui ils sont, l'humain derrière ça. Champlain, c'est un humain qui avait des émotions, il avait des qualités, il avait des défauts. Il était comment? J'aime ça, découvrir le... Fait que c'est comme une espèce de curiosité que tu avais en toi. Tu te posais des questions là-dessus, puis tu t'es poussé davantage, tu as creusé, puis là, visiblement, tu t'es mis à aimer beaucoup ça. Là. Ben oui, en habitant Iberville, moi, je suis content d'habiter Iberville. Pierre Lemoine d'Iberville est un des personnages les plus spectaculaires de l'histoire de l'Amérique. Alors, les jeunes qui vont à l'école, dans le coin, au Pélican, quand je leur raconte ça, bon, vous autres, vous habitez à Iberville, mais savez-vous c'est qui, ce gars-là? Quand je leur raconte que c'était un pirate, puis un corsaire, puis il est allé jusque dans les Antilles, puis il est allé à la baie du Son, puis il capote. Puis là, après ça, ils sont contents leur nom de rue, si c'est Charlemagne ou si c'est Honoré Mercier, de savoir c'est qui ces gens-là. C'est ça la mission que je me donne, en fait, c'est d'humaniser un peu toute cette toponymie-là. Ta carrière t'a amené aussi au fil des ans, peut-être pas depuis 2 ans, là, mais disons à te promener beaucoup de voyages, de déplacements, de recherches. Bref, ça a été un investissement de temps assez incroyable. Oui, effectivement. Beaucoup de lectures. Est-ce qu'il reste des pages dans ton passeport de libre? Ah oui, il en reste tout plein. Il en reste tout plein. Puis j'ai hâte de pouvoir recommencer, là, à aller visiter là, les pays puis à faire voyager ces personnages-là. Il y avait le Costa Rica dans 2 semaines, mais là, je pense que ça va pas marcher parce que les autres sont dans une mauvaise passe aussi. Fait que je pourrais pas faire de spectacle là-bas. Alors, même si c'est... Je pourrais y aller comme touriste, mais c'est pas le temps, là. Fait que je pense qu'on va repousser. Ça fait 2 ans que je repousse le Costa Rica, le Mexique, la Suisse, les États-Unis. Le Mexique, c'est particulier. Il y a vraiment un intérêt pour la francophonie des Amériques. Jusqu'en Inde. J'ai donné l'hiver passé 3 conférences virtuelles avec une université. Oui, donc les Indiens s'intéressent à l'histoire des francophones, qui sont à 6 000, 7 000, 10 000 kilomètres. Je pose souvent la même question aux artistes. En quoi la pandémie a-t-elle changé ta route là, dans les 22 derniers mois? En fait, c'est bien de dire qu'elle a changé ma route. Elle l'a pas arrêtée. Ce qui s'est passé, c'est que je sortais d'une longue période d'écriture. Moi, je m'étais isolé pendant 8 mois avant la pandémie parce que j'avais eu un contrat de CEC qui est en fait eux autres, ils m'ont demandé d'écrire des manuels d'histoire, des livres pour les jeunes dans les écoles. D'ailleurs, à Saint-Jean, ici, il y en a qui l'utilisent. Donc, il fallait que j'écrive une collection qui s'appelle Épopée
Et donc, on y allait par l'histoire. Donc, raconter un personnage. L'histoire de la Fondation de Montréal, c'est Jeanne Mance qui te raconte. Alors, pendant 8 mois, j'ai écrit ça, 120 personnages qui racontent l'histoire aux enfants de 3, 4, 5 et 6e année. Fait que là, j'ai fini ça. Puis là, ma tournée allait commencer. Là, je partais au Mexique, je partais en Suisse, je partais sur les routes du Québec. Et je pense 2 semaines après que j'ai eu terminé ça, tournée annulée. Pendant 2 mois, j'ai été un peu découragé parce que là, tous mes contrats, comment on va faire payer le loyer, etc., etc. Mais finalement, je me suis mis à continuer à écrire. Puis j'ai enregistré 3 albums, j'ai écrit 3 livres. Puis donc, j'ai fait 7 livres audio. Là, ça sort bientôt, là, les livres audio. Là, c'est dans quelques jours. Tu t'es pas tourné les pouces. Non. Tu as continué différemment. Oui. J'ai fait des choses qui était possible de faire, comme les livres audio. J'ai enregistré 77 chapitres. Je pense qu'on a 20 heures d'enregistrement. Mais les représentations de Légende d'un peuple étaient déjà commencées avant la pandémie ou ça allait Ça n'arrête jamais. En fait, ça n'arrête jamais. J'en fais... y a pas mais la formule, là, avec l'aspect, là... Ah, ça? Oui, ça, c'était déjà commencé. C'était déjà commencé. Oui, oui, c'était déjà commencé depuis 2019. Et on avait déjà fait une saison au complet. Puis on a fait une demi-saison en virtuel. Donc, Guy m'a proposé de faire 6 spectacles quand même. On en a fait 5 ou 6. Puis ça, c'était un petit peu plus difficile parce que les concerts de Légendaires et Immortels sont des concerts uniques. On les fait une fois, on les prépare. Donc, c'est des nouvelles chansons que j'écris, qui sont présentées une fois. Donc, de le faire devant personne ou presque, ou en tout cas, on ne le sait pas si les gens sont là, c'est plus dur. C'est moins motivant. Donc, ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus dur. Mais à un moment donné, j'ai vu ça comme un show télé. Je me suis dit, là, je m'en vais raconter des histoires à la télé puis chanter des chansons à la télé. Puis à partir du moment où on a viré ça un peu plus talk show, ça allait bien. Mais on ne pouvait pas aller chercher de l'énergie comme d'habitude. Et là, comment tu vois la reprise? Parce que d'ailleurs, au moment où on enregistre l'entrevue, on a appris il y a 1 heure que les salles de spectacle vont pouvoir opérer à 50 Bon, puis on souhaite que ça revienne à 100 dans quelques semaines. Donc, comment tu vois cette reprise-là? Bien, pour ma part, Légendaires et Immortels, on a un spectacle en février, un en mars et un en avril. Donc, j'espère pouvoir les faire devant le public, évidemment. En même temps, je suis conscient que les diffuseurs, ça fait 2 ans qu'ils arrêtent, qu'ils repoussent, qu'ils rebookent, qu'ils gèrent des salles, des configurations. Ils doivent être épuisés. Donc, autant nous, on a hâte de retourner ces planches, eux autres aussi. C'est compliqué. C'est ça. Fait que je ne sais pas comment je vois ça. J'applaudis, je suis content. Moi, je me sens pas en danger dans les salles de spectacle. Là. Quand ils ont réouvert les salles, je me suis acheté des billets. Je suis allé voir un show par semaine. Oui, j'allais faire ça un petit peu au début. C'est ça. Puis je me sens... Tu sais, on était bien accueillis. Les gens respectaient les règles. Fait que je pense que ça peut très bien aller. En tout cas, c'est pas mal moins pire que d'aller au Walmart, là, en tout cas, de ce que j'ai constaté. Moi, je suis confiant que c'est pas ça qui va aggraver la pandémie. Mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde, puis ça serait le fun que les diffuseurs puissent travailler les mains un peu plus libres. Alexandre Belliard, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. Puis, en quelque part, tu sais, le nom le dit, c'est le prix Rayonnement. Bien, c'est intéressant de voir que l'un des nôtres à Saint-Jean-sur-Richelieu nous fait un peu aussi, de par sa personne, rayonner à travers le monde, à travers ce projet. Merci. C'est un grand plaisir, puis je parle effectivement de ma région partout dans le monde où je vais. Merci. Restez avec nous puisqu'on poursuit toujours dans le cadre de cette soirée SR, avec cette fois celui qui a remporté le prix Hommage. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de janvier de Sport Express. Le grand Manitou des loisirs à la ville, Mario Bastien, qui est avec nous. Es-tu capable de dire son titre au complet? Oui, directeur loisirs, développement social et culture. Ah, trop long. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible.
tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. À chaque année, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on célèbre la culture via la soirée Essart. Il y a différents prix qui y sont attribués, notamment le prix Hommage, qui cette année a été décerné à Mario Davignon, qui est un créateur de costumes. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue, et surtout félicitations. Bon, merci. Bonjour. Comment avez-vous reçu ce prix? C'est un peu bizarre. À la fois, ça te fait vieillir. Mais pour moi, j'ai bien aimé ça, surtout que ça se passait sur la scène autrefois du séminaire de Saint-Jean, où j'ai fait mes débuts en tant qu'acteur, décorateur, costumier et tout ça en 1967. Donc, c'est un peu bizarre que ça se passe dans ce lieu-là. Et c'est agréable de savoir aussi que, d'être reconnu aussi, mais de savoir aussi par le fait même qu'on donne un peu, parce que, on a fait une exposition l'année passée, et là, j'ai réalisé que les gens étaient intéressés, qu'on pouvait les intéresser, leur donner. Pour moi, c'est ça qui était important. On dit évidemment un prix hommage pour l'ensemble de l'œuvre, pour l'ensemble de la carrière. Comme m'a déjà dit un homme d'affaires dans un gala de gens d'affaires, il dit, quand tu reçois un prix hommage, c'est parce qu'il dit, il y en a plus en arrière qu'en avant. Ouais. Ça vient un peu avec. Oui, ça vient avec. Mais c'est une reconnaissance du milieu qui, pour vous, est importante. Oui, c'est bien. Je ne suis pas le genre de personne qui court les hommages non plus. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais pour moi, c'est agréable, c'est bien. Et ça me permet aussi, égoïstement, de revoir tous les gens que j'ai connus ici. Souvent, ça fait en sorte, je reviens à l'exposition, que par le fait même, je voyais beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps et tout ça. Comment êtes-vous devenu créateur de costumes? Le seul conseil que mon père m'a donné quand j'étais jeune, à 17 ans, il m'a dit « Apprends à conduire une voiture. Dans la vie, tu peux toujours te débrouiller si tu conduis. » Un bon conseil. Ce que j'ai fait. Et j'étais hippie dans les années 70 en Colombie-Britannique. Je revenais chaque hiver. J'aidais des amis avec qui j'avais étudié en théâtre. Et puis un jour, certains m'ont dit « Ah, il y a un concepteur pour un film qui a besoin d'un chauffeur parce qu'il ne conduit pas. » Alors, j'ai commencé comme chauffeur sur le même film. Comme moi, j'avais un passé, j'avais étudié en théâtre. Ils ont réalisé que j'avais un peu d'expérience, surtout dans les années 70. Donc, je suis devenu l'assistant du concepteur. Le concepteur, après 2 semaines de tournage, a eu un arrêt cardiaque. Je suis devenu concepteur. Tout ça en 2 mois. Et avec les années, vous vous êtes spécialisé dans la création de costumes d'époque, surtout? Moi, c'est ce que j'aime. J'ai aussi étudié en haute couture, la coupe et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des personnages, naturellement, mais c'est surtout de créer des personnages d'époque, anciens, parce que je trouve que, de plus en plus, depuis les années 80, les vêtements, c'est un peu tout et n'importe quoi, tandis que j'ai un côté archéologue qui aime aller fouiller dans le passé et voir exactement, trouver exactement qu'est-ce que c'était qu'un costume de bain en 1896, c'est quoi. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller dans un magasin et acheter un costume. Il y a un défi, il y a un défi de recherche, de conception. Au fil du temps, vous avez quoi? Vous avez travaillé sur une quarantaine de productions locales, nationales, au moins en tant internationales. que concepteur, mais avant ça, j'ai fait tous les postes. J'ai été habilleur en chef, j'ai été assistant et tout ça. Donc, oui, au moins. Et là, vous allez nous dire que ça se glisse bien dans un CV. Faisons un peu, comme disent les Anglais, de name dropping. Mais vous avez habillé avec le temps, avec ces productions-là, des noms comme Sophia Loren, Gérard Depardieu, Charlize Theron, qu'on aime bien, Penelope Cruz. C'est quand même intéressant de voir qu'un petit gars de chez nous a réussi à jouer dans les grandes ligues. Oui, mais pour moi, ça n'a jamais été... comme je viens du théâtre, pour moi, c'est toujours
Le théâtre, c'est-à-dire j'ai un réalisateur, j'ai une gang, et ma philosophie a toujours été philosophie de groupe. Et j'ai commencé sur le premier film, j'ai eu à m'occuper d'Ava Gardner, Shelley Winters, les gens ne savent même pas qui c'est, mais Henry Fonda, c'était tous les grands noms des années 60-70. Donc, déjà, la première fois, quand j'ai fait ça, j'avais à aller aussi simplement que ça, aller voir Mme Gardner et dire « Bonjour, voici, j'ai des chapeaux. » Et tu réalises que tous ces gens-là aussi font un métier, ils sont très simples. Donc, j'ai continué, j'ai toujours travailler de la même façon. Pour moi, c'est uniquement de parler avec un acteur, une actrice, de parler du rôle et de dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Et en quoi l'élément du costume, probablement que pour l'acteur, surtout dans un film d'époque, le fait de porter le costume doit aussi inspirer le personnage. Bref, quelle est la relation que le costumier ou le créateur de costume a avec son acteur, son comédien? Toujours, souvent, on leur apprend comment bouger. Ouais. Bon, c'est pour ça que moi, j'aime faire de l'époque. Mais à la fois, le concepteur connaît les mœurs de l'époque aussi, donc ça devient beaucoup plus précis. On peut leur dire, bon, une femme en 1920 ferait ceci, ne ferait pas ça, elle était prise, sa jupe était étroite, elle ne pouvait pas courir et tout ça. Donc, on construit beaucoup et il y a des acteurs et des actrices qui adorent ça parce qu'ils rentrent, on nourrit leur personnage et eux, ensuite, nourrissent l'action. Mais on les fait vivre d'abord par nos essayages et tout ça. Dans une époque, on les intègre et eux n'ont plus qu'à vivre leur action ensuite. C'est quoi le sentiment que vous avez quand vous regardez une production, un film, et que vous voyez votre costume porté par tel ou tel comédien? Quand on est assis, là, on regarde ça. Je vérifie s'il y a des erreurs. Parce que, bon, il est certain que moi, je fais la conception, on fabrique, on vieillit, on présente le costume le premier jour sur le plateau, mais après 2-3 jours, on n'est plus là pour la même robe ou le même chapeau. Donc, on s'assure que notre équipe a bien fait ça. On regarde aussi l'impression... je suis toujours content, mais on dirait que je continue de travailler. Il y a une fierté... Mais pour vous, quand on regarde le travail continu, là, vous ne le regardez pas avec détachement tant que ça. Là, hein? Non, impossible. C'est surtout une première. Quand on sort d'un film, on n'a aucun détachement. Des fois, c'est plus facile 2-3 ans après d'avoir un recul, mais sinon, c'est un fait que je travaille parfois, encore. on se dit le costume sort mieux que je pensais ou il sort moins bien que je pensais? Ou... C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on réalise aussi, OK, il y avait tel genre d'éclairage quand on travaille comme ça, quand on travaille avec tel genre de caméra. Les caméras, tout change dans les derniers 10 ans, tout va tellement vite. Il faut s'adapter constamment. Donc, on a beau aller voir ce qu'on appelle des rushs et tout ça, voir les défauts ou pas les défauts. Quand on voit le montage, on voit ce qu'ils font après le montage. J'ai déjà fait un film où j'avais travaillé toutes les couleurs et tout ça, et puis finalement, au montage, ils ont décidé que l'étalonnage serait différent. Ils ont tout changé et il y a plusieurs... Ça fonctionnait quand même, mais c'était pas du tout le film que j'avais fait. Et ça, de nos jours, avec la post-production, les producteurs peuvent faire ce qu'ils veulent de ce qu'on tourne sur le plateau. Et là, maintenant, on disait c'est un prix hommage, c'est l'ensemble de la carrière, mais la carrière, elle n'est pas terminée. Non. Vous êtes encore très actif. Oui, toujours. Je disais aux gens que je prenais une pré-retraite, c'est-à-dire que je faisais qu'un projet par année. Okay. Sauf que maintenant, les projets que je fais durent 8 mois. Donc, je fais un film par année, ça me suffit. Mais je ne fais plus que des films d'époque maintenant. Quelles sont les plus récentes productions auxquelles vous avez participé? Là, je viens de terminer un film qui va sortir au mois de février, qui s'appelle Moonfall, de Roland Emmerich. Avant ça, j'ai fait un autre film avec Roland Emmerich qui s'appelle Midway, qui était sur la guerre américaine en 1942 dans l'océan Pacifique. Entre ça, qu'est-ce que j'ai fait? Entre ça, il y a eu la COVID. Alors, j'ai donné tout mon temps pour préparer l'exposition parce que l'exposition qu'il y avait à Saint-Jean était énorme à préparer. Donc, ça, c'est les 2 derniers que j'ai faits. Avant ça, j'ai fait un autre film d'époque encore sur le milieu
du disque des années 60-70. Est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose que vous aimeriez faire avant d'être officiellement à la retraite? Je sais pas, y a-t-il une affaire que vous n'avez pas faite et vous dites ça, là, ça, j'aimerais ça faire, ça? Il y a une chose, parce que le métier fait que parfois, on commence comme il y a 2 ou 3 films que j'ai dessinés au complet, mais qui ne s'est jamais fait, ce qui ne s'est pas rendu au tournage et tout ça. Et avec une amie, elle avait un projet sur l'explosion à Halifax en 1916 pendant la guerre. Et puis, j'ai jamais travaillé cette époque-là, et c'est une époque que je trouve fascinante, élégante, pleine de choses qu'on n'a pas vues après. Et puis, je pense que je suis toujours resté avec cette image. J'ai encore tous mes dessins de ça. Et puis, pour moi, faire un film des années, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un rêve. On devient presque historien avec ça? Oh, oui, souvent, je me dis que si on... À l'époque, au primaire ou au secondaire, je ne me souviens plus, on avait des directeurs ou des... peut-être qui n'ont pas vu que j'étais fait pour être archéologue ou quelque chose du genre. Parce que pour moi, la recherche est importante. Naturellement, moi, je peux perdre des heures sur les boutons de votre chemise, puis pourquoi il y en a 2, puis que ça se répète à 2. Pour moi, c'est... Et d'où ça vient, comment ça se fait qu'il y a qu'en 1917, que des vestons pour hommes avaient 3 boutons collés ici, puis il n'y en avait pas d'autres. Pour moi, tout ça est... Où est-ce que c'est? Du détail. Ouais. Mario Davignon, merci encore une fois et surtout félicitations. Merci beaucoup. Reste avec nous. On va revenir après ceci. Décors sur céramique pour emporter, ce sont des ateliers avec lesquels on peut évidemment s'amuser à la maison. On va chercher les trucs au musée du Haut-Richelieu. Vous pouvez acheter les affaires en ligne. Bref, renseignez-vous sur ça et puis ça va vous donner une belle activité à faire à la maison avec les enfants. À demain. Bye-bye.